Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Tout de suite, les titres. Le travail des hommes de médias scruté au pied de la lettre, c'est désormais possible car le CNC, Conseil national de la communication, vient d'être doté d'un espace audiovisuel et d'un centre de monitoring des médias inauguré ce vendredi à la faveur d'une cérémonie qui a connu la présence du Premier ministre, chef du gouvernement. Les Échos, c'est dans cette édition. La journée internationale de l'eau, célébrée ce vendredi en Guinée, à l'instar des autres pays du monde, une occasion pour nous de nous intéresser sur les réalités parfois troublantes de la problématique de l'eau potable à l'intérieur du pays. Reportage à Kamsar dans ce journal. Et puis, nouvel incendie à Madina, un conteneur et son contenu sont partis en fumée. Les circonstances de ce sinistre sont pour l'heure une énigme. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à tous. Très heureux de vous retrouver pour le compte de cette édition. Comme annoncé dans les titres, le Premier ministre, chef du gouvernement, a procédé ce vendredi à l'inauguration de l'espace audiovisuel et du centre de monitoring des médias. C'était au siège du Conseil national de la communication. Le site web de cette institution a pour l'occasion vu le jour. Ces équipements devraient permettre au CNC de veiller au respect de l'éthique et de la déontologie par les hommes de médias, sans à compter. C'est dans le souci de faire de la presse nationale une presse responsable que les autorités du Conseil national de la communication et ses partenaires ont œuvré pour l'acquisition de cet espace audiovisuel et de monitoring des médias. Une occasion mise à profit pour lancer également le site web de l'institution. Ces équipements performants qui arrivent 20 ans après la création du CNC peuvent enregistrer en numérique et non-stop 48 émissions des stations de radio et 8 stations de télévision à la fois, y compris leur archivage et leur multiplication en cas de besoin. Ces équipements performants qui répondent aujourd'hui aux grands impératifs de la communication permettront au CNC d'avoir à sa portée toutes les émissions et particulièrement celles qui font l'objet de plaintes ou de polémiques. La présidente du CNC n'a pas manqué d'énumérer certaines préoccupations de son institution, notamment le problème d'électricité et un siège digne de nom, des problèmes auxquels le Premier ministre, chef du gouvernement, a promis de trouver solution. Monsieur le Président de la République me charge de vous dire de continuer sur cette voie, de vous remercier pour tout ce qui est en train d'être fait et d'exhorter surtout les médias publics, à s'impliquer auprès des autres acteurs de la vie politique nationale pour qu'ensemble on puisse promouvoir dans ce pays la paix, l'unité nationale et l'entente entre les Guinéens. Monsieur le Président m'a chargé de vous dire qu'il prendra les mesures nécessaires comme il le faut pour répondre à certains besoins que vous avez exprimés au gouvernement, savoir la construction d'une infrastructure appropriée à vos activités, mais aussi en dotant votre institution d'autres équipements performants qui vous permettent d'assurer la régulation. La responsabilité des hommes de médias dans le maintien de la paix et de la quiétude sociale sont des facteurs sur lesquels Martine Condé a beaucoup insisté. Une manière pour elle d'interpeller les médias sur leur rôle en tant que garant de la paix. Deuxième grand titre de cette édition, je vous l'annonçais au sommaire de cette édition, l'humanité a célébré ce vendredi 22 mars la journée internationale de l'eau placée sous le thème Année internationale de la coopération dans le domaine de l'eau. Cette journée a été fêtée en Guinée à la faveur d'une cérémonie qui a connu la présence de quelques personnalités de haut rang. Saran Kamara était de la partie, voici son compte rendu. La journée mondiale de l'eau, source de vie, est célébrée chaque année avec des thèmes différents selon les préoccupations de la communauté internationale. En Guinée, la société chargée d'assurer l'alimentation en eau à Conakry et dans les autres villes de l'intérieur du pays dit être confrontée à des difficultés dans la desserte convenable en eau des populations. Une situation qui ne dépend certes pas du manque de ressources en eau vu les atouts que la nature offre à la Guinée. Le paradoxe vient du manque d'investissement adéquat dans le secteur urbain depuis plusieurs années. De ce fait, la capacité des ouvrages de production est largement inférieure à la demande des populations qui ont considérablement augmenté.
Conformément au thème de cette année, le gouvernement, pour sa part, compte renforcer sa coopération dans le domaine de l'eau avec les autres pays, les bailleurs de fonds et les sociétés d'eau afin de faciliter l'accès à l'eau potable des populations et de réduire la pauvreté. Compte tenu des investissements importants requis pour accroître l'accès à l'eau potable, il est important pour nous de bénéficier de l'appui et du soutien des bailleurs de fonds et des pays amis pour atteindre ces objectifs. L'eau, d'une importance capitale dans la vie de l'homme, nécessite que les défis soient relevés dans ce secteur, d'après le directeur adjoint du SNAC. L'essentiel est, quelle que soit la forme de cette coopération, qu'elle apporte une pierre à notre édifice commun et au bénéfice exclusif de nos populations en zone rurale. Au dire du coordinateur général de la SEG, sur les 33 centres urbains que compte la Guinée, seulement 8 ne disposent pas d'équipements modernes d'eau. Et sur ces 8 centres, 5 sont déjà programmés pour cette année 2013. Et puis à l'occasion de cette journée, le coordinateur général de la SEG s'est voulu rassurant pour ce qui est des problèmes liés au déficit d'eau. Mamadou Dioulde Diallo est au micro de Saran Kamara. Il faut reconnaître qu'aujourd'hui, nous gérons une crise d'eau. Pourquoi? Parce que les investissements nécessaires ont manqué depuis plusieurs années. Si ces investissements avaient été réalisés, aujourd'hui, on gérerait l'abondance. Il faut très rapidement les mobiliser, les mettre en place, faire les actions nécessaires d'augmentation de la production d'eau dans les différentes villes de Guinée. Depuis le mois de décembre passé, le gouvernement de la République a signé un contrat de mobilisation de fonds et de réalisation du 4e projet eau. Et à l'issue duquel projet, la population de Conakry aura sa norme de consommation reconnue, c'est-à-dire chaque citoyen sera correctement alimenté en termes d'adduction d'eau, et la crise d'eau que nous gérons aujourd'hui ne sera qu'un souvenir. Et le 4e projet eau, il va permettre d'augmenter la production de la ville de Conakry à 340 000 m3 jour, et la production sera garantie, la desserte sera garantie à tous les citoyens de Kaloum jusqu'au kilomètre 36. Jusqu'en l'an 2030, il n'y aura aucune fausse note parce que cette fois-ci, on a fait la planification requise en tenant compte de tous les nouveaux besoins, en tenant compte du taux d'accroissement réel de la population, en tenant compte de l'avenir du pays pour vraiment bâtir ce projet. Et pour toucher de plus près les réalités liées à la problématique de l'eau, l'une de nos équipes s'est rendue récemment à Kamsar, où l'eau potable reste un problème qui se pose avec acuité. Les habitants des zones périphériques de la cité industrielle sont confrontés au manque d'eau, une situation qui favorise la prolifération des maladies hydriques par le fait de la consommation des eaux de puits et autres forages mal entretenus. C'est un reportage signé Mamadi Kamisoko. Depuis 1963, Kamsar, sous-préfecture située à plus de 300 km de la capitale Conakry, abrite la plus importante société minière du pays, la compagnie des bauxites de Guinée CBG. Une cohabitation qui a connu ses plus beaux temps sous la Première République. Mais avec l'extension de l'agglomération d'année en année et la poussée démographique, la société qui faisait face à de nombreux problèmes sociaux n'arrive plus à couvrir toute la localité. Cette barrière est désormais la limite de 2 univers à Kamsar. D'un côté, Kamsar cité et de l'autre, Kamsar centre ou village. Le second semble le plus défavorisé en matière d'accès à l'eau potable. Il y a une petite partie de la ville qui a l'eau, mais la grande partie n'en a pas. Mais j'ai dit à la CBG de nous aider à donner de l'eau potable à la population de Kamsar, parce que les tuyaux sont installés il y a très longtemps. Au village, à peu près 60% de la population utilise l'eau de puits. Ce n'est que certaines familles, les familles aisées qui ont les moyens de pouvoir faire entrer de l'eau de pompe chez elles. C'est ces familles-là dans lesquelles vous allez trouver l'eau de pompe. Donc couramment, c'est l'eau de puits qui est utilisée. La compagnie des bauxites de Guinée produit près de 19 millions de tonnes de bauxite par an. L'impact négatif des produits chimiques utilisés sur la qualité de l'eau n'est signalé nulle part, peut-être par manque d'information ou de rétention d'informations. À Kamsar village, une seule préoccupation s'est exprimée, le difficile accès à l'eau en dépit des forages aménagés.
Le plus que nous avons a fait au moins 20 ans. À l'hivernage, nous pouvons nous procurer d'une quantité appréciable d'eau, mais pendant la saison sèche, il se tarit et la couleur devient rouge. Parallèlement, les eaux provenant des forages sont difficiles à avoir. Nous n'avons pas de forage aménagé chez nous. C'est grâce au puits qu'on nous approvisionne. C'est pourquoi nous lançons un appel aux autorités pour qu'elles nous aident. Même si les forages sont parfois présents dans notre quartier, il manque d'eau. L'alternative trouvée afin d'éviter une rupture d'eau dans les foyers est la conservation dans des bassins fûts bidons ainsi que le recours aux puits artisanaux. À ce niveau apparaît le problème d'hygiène et les premières conséquences sont l'afflux massif dans les centres de santé à cause des maladies hydriques et les 198 cas de choléra enregistrés entre avril et décembre de l'année écoulée sont présents dans les esprits. Et nous avons deux catégories de maladies diarrhéiques, nous les classons en deux catégories. Les diarrhées sanglantes, les diarrhées dans lesquelles on retrouve le sang, et les diarrhées non sanglantes. De juillet à date, nous avons pu gérer 911 cas de diarrhées non sanglantes. Kassapo a géré une bonne partie de l'épidémie de choléra pendant la période passée, c'est-à-dire l'année passée. Donc le premier cas était survenu en avril 2012. Du mois d'avril jusqu'au mois de décembre, nous avons pu gérer 198 cas de choléra. Pendant ce temps, les médecins s'activent dans une campagne de sensibilisation sur l'utilisation du purifiant par les populations afin de désinfecter les eaux avant toute consommation. Du coup, un produit qui serait beaucoup prisé par la population est déconseillé par les médecins. C'est l'hypochlorite de calcium que d'autres personnes utilisent pour désinfecter le puits. Ce n'est pas le centre de santé qui leur donne. Ils achètent eux-mêmes et d'abord la conservation. C'est pas bien conservé au marché. Donc les gens vont s'approvisionner au marché, ils viennent dire que c'est efficace, ils utilisent. Et c'est ce qui leur met d'ailleurs en danger. Avec 365 800 habitants, Kamsar se présente comme la plus grande sous-préfecture de Guinée. L'exploitation de la bauxite dans cette localité depuis 50 ans n'a pas encore permis de résoudre l'épineux problème d'accès à l'eau potable. Politique, focus maintenant sur des personnalités guinéennes susceptibles de conduire le cadre de dialogue politique entamé depuis plus d'une semaine au Palais du Peuple. Il faut dire que les négociations entre pouvoir et opposition achoppent sur le profil des personnalités. Alors justement, les personnalités guinéennes dont les noms ont été cités ces derniers temps répondent-elles au profil d'un médiateur neutre? Sont-elles jugées crédibles par les uns et par les autres? Élément de réponse avec Ibrahima Souriari Ansani. Sékou Kouressi Kondé est l'une des personnalités guinéennes proposées pour faire partie du pôle de facilitateurs qui doivent conduire le dialogue amorcé depuis plus d'une semaine au Palais du Peuple entre les acteurs politiques du pays. Ancien ministre de l'Intérieur et de la Sécurité de feu président Lansana Conté, il est aujourd'hui considéré comme une personne ressource dans la résolution des crises en Afrique. Docteur en droit et en sociologie politique, Sékou Kouressi Kondé fut professeur de résolution des conflits à l'Université Columbia à New York. Ainsi, il a dirigé en 2004 le symposium international sur les négociations et la résolution des conflits organisés par l'Université de Cape Town en Afrique du Sud. Il a été aussi rapporteur général de la mission d'observation de la francophonie en RDC en novembre 2011. Et en 2012, il crée l'African Crisis Group, cabinet conseil en évaluation et suivi des risques de conflits et appui à la bonne gouvernance. Une somme d'expérience qui lui a valu cette proposition faite par le gouvernement guinéen et d'autres acteurs politique. Il est important d'observer la transparence des travaux, l'impartialité et l'objectivité dans le traitement des questions. Le facilitateur dépend des parties. La facilitation est un travail d'intuition ayant pour objet d'amener les parties antagonistes ou protagonistes à un dénouement pacifique de leurs revendications, à une solution pacifique de leurs revendications. Dans le contexte guinéen, je me félicite d'observer la confiance que mes compatriotes, suite à une consultation élargie, ont placée à ma personne.
Cette proposition donc a été faite par le gouvernement de la République. En ce moment précis, il y a le RPG Arc-en-Ciel qui a proposé El Hadji Aboubacar Sampare. Et justement, Dr Sékou Koureyssi Kondé n'est pas seul. Une autre personnalité sollicitée dans ce débat est El Hadji Aboubacar Sampare, homme politique, candidat du PUP à l'élection présidentielle de 2010, ancien président de l'Assemblée nationale de Guinée, ancien recteur de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, un diplomate rompu à la tâche, est une haute expérience. Même s'il est considéré par certains très proches du pouvoir, d'autres par revanche estiment qu'il serait d'un apport considérable. Pour l'heure, il reste à savoir si cela suffit pour faire renaître la confiance entre pouvoir et opposition. Une opposition qui d'ailleurs a choisi elle aussi professeur Salifou Silla, l'ancien ministre de la Justice, est une haute personnalité respectée et surtout jugée par certains pour son indépendance d'esprit. Avec ces différentes personnalités, l'objectif est de sortir le pays d'une crise politique en organisant des élections législatives crédibles et acceptées par tous. Autre registre de l'actualité, lancement officiel du processus d'élaboration du plan de développement local de la commune de Ratoma. C'était à la faveur d'une cérémonie qui a eu lieu jeudi dans la maison des jeunes de Amdalaï 2 en présence des autorités communales de Ratoma et du département de l'administration du territoire et de la décentralisation. Il s'agit d'identifier les besoins des populations de la commune de Ratoma en vue de les résoudre. Ibrahima Souriari Ansane, Sikol. La commune de Ratoma affiche la volonté d'aller vers son propre développement. C'est l'objectif du lancement ce jeudi par les autorités de la dite commune, le processus d'élaboration du plan de développement local. Pour le faire, la commune engage 68 jeunes. Ils doivent discuter avec les populations à la base, identifier par secteur leurs difficultés, faire des propositions de solutions et remonter les données au niveau de la commune. La démarche vise à connaître les préoccupations des citoyens dans les 34 quartiers de la commune. Une démarche qui s'inscrit selon la présidente de la délégation spéciale dans le processus de développement ambitionné par le chef de l'État. Ce acte de portée historique témoigne à suffisance notre attachement à la promotion de la décentralisation et le développement participatif. La cérémonie d'aujourd'hui est la suite logique du vaste programme de société ambitionné par le gouvernement du professeur Alpha Condé. Premier du genre dans la ville de Conakry, la délégation du département de l'administration du territoire et de la décentralisation encourage et félicite les autorités communales de Ratoma pour cette initiative. Une initiative qu'ils estiment conforme au code des collectivités locales et à la lettre de politique de développement local. Le processus de décentralisation engagé dans notre pays depuis 1985 connaît des évolutions significatives depuis la mise en place des collectivités locales, l'adoption du Code des collectivités, l'adoption et la promulgation de la lettre de politique nationale de décentralisation et de développement local. Ces évolutions s'inscrivent dans toute la logique de l'approfondissement de la démocratie locale et de la participation effective des citoyens à la gestion des affaires publiques locales. Le plan de développement local est le principal outil des collectivités locales dans l'exercice de sa responsabilité de développement socio-économique. Nous saisissons l'occasion qui nous est offerte pour féliciter Madame la Présidente de la délégation spéciale de Ratoma et ses collaborateurs. Dans leurs interventions, ils ont demandé aux autres communes d'emboîter le pas à la commune de Ratoma en vue de réaliser des actions de développement au profit des populations. Sur un tout autre plan, la Caisse populaire d'épargne et de crédit Yetemali de Mafanko à l'heure du bilan. Les responsables de cette agence se sont retrouvés ce vendredi pour faire le point des activités réalisées durant l'année écoulée, une occasion d'élire également les nouveaux dirigeants de la Caisse, compte rendu Ousseina Tougalo.
La Caisse Yété Mali est une institution de microfinance qui a pour but d'exercer des activités de collecte d'épargne et d'octroi de crédit. Comme à l'accoutumée, chaque année, les membres de l'agence de Matam se sont retrouvés cette année encore pour dresser le bilan des activités de l'année écoulée. Au compte de l'année 2012, ce comité a octroyé 128 prêts d'une valeur de 1,32,330,000 francs guinéens. Prêts productifs. 43 dossiers pour les femmes de valeur égale à 506 600 000 francs guinéens. 15 dossiers pour les hommes de valeur égale à 37 500 000 francs guinéens. 26 dossiers pour les grands entrepreneurs et commerçants de valeur égale à 190 millions. Au-delà des épargnes, la Caisse Yété Mali de Matam, qui est une banque à miniature, offre d'autres privilèges à ses clients. Le président de cette caisse s'est voulu rassurant sur ce point. Son devoir est simple. Vous venez accumuler de l'argent. Parmi ceux qui accumulent de l'argent au niveau de la caisse, on prête de l'argent à certains. Lorsque vous prêtez 1 million, vous ne devez comme intérêt à Yété Mali que 20 000. La Caisse Yété Mali de Matam a débuté ses opérations depuis le 6 février 1998. Elle est constituée en vertu des statuts de la Caisse populaire d'épargne et de crédit. Elle a clos son exercice comptable avec les statistiques suivantes. 5 356 membres avec un volume d'épargne de 1 milliard 615 millions 015 712 francs. Cette cérémonie a été ponctuée par l'élection des nouveaux membres du bureau et par la remise des satisfecits aux anciens dirigeants. Autre aspect marquant de l'actualité, la manifestation des jeunes sur l'axe Amdalaï-Bambé-Tokoza dans la soirée du jeudi n'est pas restée sans conséquences. Des bus de la Sotragui ont notamment été caillassés par des manifestants. À l'origine de cette colère, des délestages dont certains s'estiment victimes. Les précisions dans ce reportage de Malik Gakité rendu en studio par Billy Nankouma Kondé. Après les jeunes de Kipé-Dadia, ce sont ceux de Amdalaï Bambeto qui se sont mobilisés dans la soirée de jeudi pour manifester leur mécontentement face au délestage électrique. Si la première manifestation est restée sans dégâts matériels, il n'en a pas été ainsi de la seconde. 6 bus de la Société de transport de Guinée ont été pris pour cible. De 19h30 hier soir, un certain nombre de bus ont été pris à partie avec des tirs de projectiles, notamment des pierres très violents qui auraient pu détruire des vies humaines. Nous avons 6 bus qui ont été abîmés, dont 2 avec, comme vous avez pu le voir, avec des dégâts très importants. Concernant nos amis, les conducteurs qui ont reçu des pierres, jusqu'à maintenant on n'a pas de nouvelles alarmantes, mais nous ne savons pas encore définitivement les soins dont ils ont besoin. Donc ça devient une situation particulière. Sur l'axe Bambeto-Amdalaï, nous avons eu déjà un certain nombre de bus vandalisés. À la suite de ces dégâts, la direction de la société décide. Aujourd'hui, nous avons pris des décisions particulières. Nous arrêtons. Donc je préviens notre clientèle que nous arrêtons l'exploitation de notre autobus. Nous reprendrons que lorsque nous aurons des assurances totales de la sécurité sur les itinéraires que l'on connaît. Et ça ne dépend pas de la décision du directeur général. Pour l'instant, nous avons demandé à notre personnel de rester en congé à partir de demain jusqu'à une date indéterminée. En attendant la reprise des activités de la Sotragui, la clientèle de cette société risque bien d'être une victime collatérale d'une situation qui mérite plus que jamais de solutions idoines.
Dans le même registre, les femmes du marché de Lambangui en colère ce vendredi. Elles réclament le marché qui leur aurait été vendu, à un opérateur économique. Il faut dire que quelques jours plus tôt, elles ont été sommées de quitter les lieux. Les détails avec Mfandi Gilavogui. Les femmes du marché de Lambangui étaient en colère ce vendredi. Sous un soleil de plomb, elles se sont fortement mobilisées pour réclamer leur marché. Un marché, selon elles, vendu par l'administrateur à un opérateur économique. Des bols, des boîtes et même des bidons en main, les manifestantes ont fait le tour de leur marché avec un seul slogan, notre marché ou rien. On se manifeste à cause de notre marché. Là où nous sommes, on se débrouille ici. On n'a pas nulle part à aller. Ils ont fini de vendre tout le marché qui est là. Le côté là est vendu, le côté là est vendu, sauf le peu là où nous sommes là. Oui, on a toutes les preuves. Parce que moi j'ai vu le plan. On nous a montré le plan là-bas. L'administrateur du marché pointé du doigt dans cette affaire se défend en ces termes. Bon, moi je ne fais pas d'abord 10 jours là-bas. Depuis que je suis nommé là-bas. Donc je ne connais rien. Pour le problème de marché, là, dire que c'est vendu là, je ne crois pas, c'est pas vendu, et c'est sûr que c'est pas vendu. Faux rétorque certaines marchandes qui affirment avoir mené des 2 marches sans succès auprès de l'administration du marché et du gouvernorat de la ville de Conakry. Ces femmes demandent l'intervention des autorités centrales. On est parti jusqu'à chez le gouverneur. L'appel qu'on lance aujourd'hui, il n'a qu'à nous voir comment nous sommes au marché, nous les femmes, comment nous souffrons. Toutes les femmes qui sont là, d'autres qui sont ici, leur mari est décédé. Il y a les enfants avec eux. Ils vont payer le loyer. Ils vont nourrir leurs enfants. Il y a la maladie. C'est ici, ils se débrouillent. Le chef de l'État n'a qu'à avoir pitié de nous. Ils n'ont qu'à voir les gens là, ils vont nous laisser ici. On va gagner quoi à manger? En attendant de tirer au clair ces litiges, les femmes de Lambangui sont déterminées à poursuivre leur manifestation et ne comptent pas céder leur marché. Les femmes en colère dans ce reportage signé Mfandi Gilavogui. Au chapitre des faits divers, un conteneur et son contenu consumé, c'est le bilan d'un incendie qui s'est produit ce matin à Madina, en face du centre Koumi. Les causes de ce sinistre restent pour l'heure inconnues, mais les dégâts, vous allez le voir, sont considérables. Explication, Malik Diakité. Malgré les efforts des sapeurs-pompiers et la mobilisation des voisins, le feu a consumé tout le contenu de ce conteneur de caoutchouc. Pour l'instant, aucune cause de l'incendie n'a été déterminée et les dégâts restent inestimables. Ce matin-là, ils ont appelé à téléphone, le conteneur a brûlé. Donc, lorsqu'on est venu, on a trouvé les gens mobilisés, on a aidé pour que le prix ne pas grandir. Il y a beaucoup de caoutchouc, beaucoup de clanceurs. On ne parle pas. Mon père n'a pas sauvé. Milliards. La victime s'en remet à la volonté divine et sollicite l'aide des autorités. La forte mobilisation des jeunes au lieu de l'incendie a créé une atmosphère d'inquiétude au niveau des commerçants d'environ qui n'ont pas voulu ouvrir les magasins par peur d'être vandalisés. Sur le continent, le général Bosco Ntaganda a quitté Kigali pour La Haye. La Cour pénale internationale l'accuse de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre dans l'est de la RDC entre 2001 et 2003. Suivez. C'est l'un des plus redoutés chefs de guerre de l'Afrique des Grands Lacs qui va désormais faire face à la justice internationale. Bosco Ntaganda est accusé de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité commis en Ituri dans l'est de la RDC au début des années 2000. À l'époque, celui que l'on surnomme Terminator dirige les forces armées de Thomas Lubanga. Ce chef rebelle congolais a déjà été condamné par la CPI pour les mêmes faits aujourd'hui reprochés à Bosco Ntaganda. Après avoir fait ses armes au sein du Front patriotique rwandais de l'actuel président Paul Kagame, Ntaganda aurait semé la terreur dans l'est du Congo, en luttant d'abord contre les troupes de Laurent Désiré Kabila, puis dans le conflit de l'Ituri. Il est soupçonné de viol, meurtre, pillage et enrôlement d'enfants soldats. Mais c'est le rôle joué par le Rwanda, son pays d'origine, dans les différents conflits auxquels il a pris part, qui pourrait être mis à jour à La Haye, car après l'Ituri, Bosco Ntaganda est réapparu au Nord Kivu, autre région dans l'est de la RDC.
Après un accord de paix en 2009 par lequel lui et ses hommes intègrent l'armée congolaise, il relance en 2012 une nouvelle rébellion, le M23. Composé pour la plupart de Tutsis congolais, ce mouvement serait directement soutenu par Kigali. La comparution d'Ntaganda devant la CPI pourrait donc compromettre le pouvoir rwandais. C'est peut-être la raison qui a poussé le Terminator, potentiel témoin gênant, à se réfugier à l'ambassade américaine de Kigali et à demander son transfert vers les Pays-Bas. Le général Bosco Ntaganda bientôt devant la justice internationale. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de votre aimable attention. Excellente suite de programme à notre compagnie. L'info, c'est aussi notre site internet www.groupeevasionguinée.info. Bonsoir.